Dans cette vidéo, nous allons appliquer les critères de stabilité vus sur la fonction transfert boucle ouverte, sur la fonction transfert boucle fermée, sur l'exemple d'un système du troisième ordre. Donc ici on voit qu'on a trois termes ici en P, en S sur Scilab. Donc on a bien ici un troisième ordre avec un régulateur PI mixte. Alors quelles sont les questions? Donc pour la boucle de régulation suivante, et en répondant aux différentes questions, vérifier les critères de stabilité, introduire les notions de marge de phase et marge de gain, montrer le lien qui existe entre la qualité de l'amortissement et ses marges. Constituer un rapport avec les réponses aux différentes questions. Donc voici la première question. Donc pour ce système, on doit chercher la valeur du gain spécial qui va donner un système en pompage. Donc ça on l'appelle ici gain oscillation, gain critique. Et on le fait avec un régulateur proportionnel seul. Donc c'est-à-dire qu'on va annuler l'action de l'intégrale. Et on va le faire sur Scilab Xcos. Donc on va chercher par essai la valeur du gain ici qui donne des oscillations entretenues. Alors, donc il faut construire le schéma sur Scilab Xcos. Le voici. Régler ici le temps à 1000 secondes. Ici aussi à 1000 secondes, mettre un échelon par exemple de 10 unités ici, et annuler l'action intégrale. Donc soit on met 1 divisé par une valeur très grande, ou on met 0 encore plus simplement. Alors, donc voilà la réponse, avec un gain de 2,9 par exemple, donc on voit qu'on n'est pas du tout en oscillation entretenue, qu'on va augmenter le gain petit à petit. Voilà, ici, je vois que j'ai une réponse qui commence à osciller, mais je suis encore très loin du pompage, de la limite entre instabilité et stabilité. Donc, on continue à augmenter le gain. On voit que les oscillations deviennent très importantes, mais elles ne sont toujours pas entretenues, elles sont amorties. Donc, on est toujours dans le domaine de la stabilité. Alors, je vais approcher plus rapidement de la valeur de ce gain critique. Donc on voit qu'ici, pour une valeur de 55, on voit que on est très proche de la limite entre stabilité et instabilité. On voit que les oscillations, elles sont presque entretenues, mais on voit qu'elles diminuent encore un tout petit peu. Donc on est toujours dans le domaine de la stabilité au niveau mathématique. Bien sûr, on est très très loin d'une régulation qui est correcte, mais en tout cas, mathématiquement, on est toujours dans le domaine de la stabilité. Alors par exemple, je vais mettre 56 ici. Et donc là, on voit par contre qu'ici, entre 55, on était dans la stabilité, à 56, on est en instabilité parce qu'on voit que les oscillations augmentent en amplitude. Alors là, la vraie valeur, elle se situe à 55,25, en tout cas la valeur qu'on recherche. La voici, 55,25, on voit que les oscillations ont toujours la même amplitude. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le gain critique. C'est vraiment ici la limite entre la stabilité et l'instabilité. Donc voilà pour cette première question. Donc au niveau du rapport, voici ce qu'on pourrait noter. Donc on pourrait noter le cas à 55 qui donne ce genre de courbe où l'oscillation a tendance à s'amortir très lentement. On le voit parce que ici les deux segments de droite, on voit qu'ils ne sont pas parallèles. Ici, à 55,5 par exemple, on voit que les amplitudes augmentent. Ça se voit plus facilement en traçant ces droites sur les sommets des oscillations. Par contre, à 55,25, on voit que les sommets, la droite qui relie les sommets, sont parallèles. Et donc, on est au niveau du gain critique où les oscillations sont entretenues. Donc, retenons cette valeur de 55,25. Pour cette valeur de 55,25, à l'aide de Scilab Synote, vérifiez par le diagramme des pôles que le système est bien à la limite de l'instabilité. Donc ça, c'est un exercice qu'on a déjà fait, puisque le diagramme des pôles, il fait référence à la fonction de transfert boucle fermée. Alors, allons voir le code Scilab. Le voici. Donc, nous avons déjà utilisé ce code. Il faut simplement changer la fonction de transfert du procédé en lui-même ici.
Calculer la fonction transfert boucle fermée à partir de la FTBO et demander de tracer le lieu des pôles et des zéros. Et bien sûr ici, régler le cas à 55-25 qui est le gain critique. Si vous faites ça et que vous démarrez la simulation, vous obtenez le lieu des pôles ici. Et on voit qu'on a 3 pôles, un réel, 2 complexes conjugués. Et au niveau des complexes conjugués, on voit qu'ils se situent pile, on va dire, sur l'axe imaginaire. Et donc, c'est bien la preuve qu'on est à la limite de l'instabilité. Donc, voilà ce qu'on pourrait noter dans le rapport à ce niveau-là. Donc, notez que ces 2 pôles sont complexes conjugués à partie réelle nulle, donc limite entre instabilité et stabilité, situation de pompage. Question suivante. On demande de dessiner le diagramme de Bode pour cette valeur précise du gain critique qui donne un système oscillant entretenu. À l'aide du curseur, repérer la pulsation à 0 décibel qui donne 0 dB forcément d'amplitude et donner la phase en degrés pour cette pulsation. Alors, on sait que le critère de stabilité par rapport à la fonction transfert boucle ouverte et par rapport à Bode, on l'a vu dans la vidéo précédente. Pour qu'un système soit stable, il faut que la phase soit supérieure à moins 180 degrés. Et pour une pulsation bien particulière, la pulsation où l'amplitude est nulle, 0 dB. Alors, voyons ça au niveau de Scilab SI Notes. Donc, on va faire tracer le diagramme de Bode. Donc, voici le code. Simplement, toujours bien garder le 55-25, demander le tracé de Bode entre 2 pulsations, entre 1 centième et 1 dixième ici. Si on regarde les différentes pulsations de coupure, en regardant ici les différents termes, on voit que toutes les pulsations de coupure seront bien comprises dans cet intervalle-ci. Voici le diagramme de Bode. Et il faut donc repérer, la première chose à faire, c'est d'aller chercher le curseur et d'aller chercher la pulsation à 0 dB. Donc on se déplace le long de la courbe et on va chercher la valeur la plus proche de 0 décibel. Là je vais en négatif, donc voilà, je peux difficilement faire plus proche de 0 décibel que ça. Et je vais regarder son correspondant dans la courbe de phase. Et à 0,1717, donc je vais encore reculer un peu ici, on voit qu'on est pile à moins 180 degrés. Donc le critère de Bode, on le vérifie ici, le critère de stabilité, on le vérifie ici. On sait très bien que ce gain de 55-25 donne un système en pompage, donc limite de l'instabilité, et on voit qu'on est pile ici sur les moins 180 degrés. Donc voilà ce qu'on peut mettre dans notre rapport. Un print du diagramme de Bode, faire cette droite qui correspond à la pulsation 0 décibel, allez voir que la phase est bien de moins 180 degrés. Donc lorsque la phase est pile moins 180 degrés, ça donne un système qui est en pompage. Alors, question suivante, on demande d'aller voir ce qui se passe au niveau du diagramme de Bode lorsque le gain est juste un peu avant le gain critique. Donc on va prendre 55-25 moins 5, donc ça veut dire 50,25. Et on va refaire la même opération. Donc on va fermer ce graphique et on va aller chercher le code et on va donc, au lieu de mettre 50,25, 55,25, on va mettre 50,25 moins 5. Et là normalement, puisqu'on a diminué le gain, on devrait rendre le système stable, puisque on est légèrement avant l'instabilité. Alors, voyons ce qui se passe ici. Recherchons de nouveau la pulsation qui donne 0 décibel. Voilà, ici je peux dire que je suis à 0 dB pour 0,1636 Hz. Donc je vais chercher cette même pulsation ici, 0,1636
Hz, et voilà, je vois que j'ai une phase de moins 177,7 degrés. Donc je suis bien à une phase supérieure à moins 180 degrés. J'ai même un peu de marge, hein, j'ai donc 2,3 degrés de marge. C'est une marge très faible de sécurité, mais il y en a une quand même. Et donc je suis dans le domaine ici de la stabilité. Alors, on pourrait regarder ce que ça donne aussi à ce niveau-là, au niveau de la réponse. Donc au lieu de mettre 55, de mettre 50,25. Donc le diagramme de Bode nous dit on est dans la stabilité, mais on a une marge de sécurité très très faible, juste 2,3 degrés. Et donc ça devrait donner un système qui est stable, mais très oscillant. Alors voilà ce que ça donne. Mais voilà, on a bien une correspondance avec ce qu'on avait prévu grâce au diagramme de Bode. Donc un système qui est stable parce que les oscillations se réduisent, leur amplitude se réduise. Par contre, on a de très grandes des oscillations qui sont très très mal amorties, donc un système qui n'est pas très loin de l'instabilité. Voilà donc pour cette première sous-question. Et donc au niveau du rapport, on pourrait faire le print screen suivant, aller chercher oméga 0 ici, montrer qu'on arrive, c'est un peu juste à visualiser, mais on voit que ici on est juste au-dessus des moins 180 degrés. Donc la phase à la pulsation oméga 0 est supérieure à moins 180 degrés, on est dans le domaine de la stabilité. Voilà pour le rapport. Maintenant, allons voir un peu après le gain critique, 5 unités en plus. Donc de nouveau, on va reprendre notre fichier ici. Et au lieu de 55,25 qui est le gain critique, on va mettre donc 60,25. De nouveau, on va aller chercher le curseur, chercher la pulsation à 0 dB. Voilà. Ici. Ensuite, on va aller chercher la phase pour cette même pulsation de 0,179 et on voit qu'on est ici à moins 182 degrés. Donc la phase cette fois-ci, elle est plus petite que les moins 180 et donc ça nous dit que, première chose, on est dans le domaine de l'instabilité. Voilà. Et que la réponse donc va tendre vers l'infini. On va voir ça au niveau de la réponse temporelle ici. On va mettre 60,25 et on voit qu'on a donc un système instable avec des oscillations dont l'amplitude augmente vers l'infini. Alors on peut noter ça donc dans notre rapport. Le diagramme de Bode, montrer qu'à la pulsation 0 dB, on a une phase qui est juste en dessous des moins 180 degrés, donc dans le domaine de l'instabilité. Voilà pour cette question C. Donc on montre en fait que lorsque on est à la limite entre instabilité et stabilité, la phase est bien pile de moins 180. Lorsque la phase est au-dessus, eh bien vous êtes dans la stabilité. Maintenant, le fait que vous soyez juste au-dessus, le fait qu'il y avait juste 2 ou 3 degrés de marge, fait que le système ne correspond pas à une régulation correcte. Donc on va pouvoir essayer de déterminer quelles sont les marges à viser pour avoir une régulation où on a l'habitude de situer nos cahiers de charge, donc par exemple 10% de dépassement, 20% de dépassement. Donc voilà pour la dernière partie de ce rapport sur la question C. Vérifier ainsi le critère de stabilité énoncé précédemment, bien on l'a fait, donc voici le critère, on l'avait énoncé dans la vidéo précédente et on voit très bien par ces 3 copies de réponse que on a bien ici système en pompage à moins 180. Lorsqu'on est supérieur, on est dans le domaine de la stabilité, inférieur, on est dans le domaine de l'instabilité. Alors,
Dernière question, utiliser le régulateur PI cette fois-ci et pas juste le régulateur proportionnel en fixant TI à 250. Alors pourquoi 250? Eh bien parce que le pôle dominant dans la fonction de transfert, la constante de temps dominante, elle est de 250. Alors si on regarde la fonction de transfert d'un PI, on voit qu'on a au numérateur 1 plus TIP et le système en lui-même a au dénominateur 1 plus 250, donc ça permet en fait au niveau mathématique de venir simplifier ces deux termes parce que l'intégrale amène un terme en 1 plus TIP au numérateur, le système en lui-même a un terme 1 plus 250p au dénominateur et donc ils vont se simplifier lorsqu'on multiplie la fonction de transfert du correcteur et du système. Donc ça c'est une méthode de réglage qui s'appelle compensation des pôles. Donc très rapidement, on peut dire que voilà, si vous connaissez la constante de temps principale de votre système, vous pouvez fixer le TI à cette valeur-là. Ça va donner de bons résultats. Alors, on va étudier différentes valeurs de gain, 2,9, 5, 5, 8, 11, 3, 14, 7, et on va évaluer les marges de sécurité, marge de phase et marge de gain par rapport à l'instabilité. On va aussi évaluer la qualité de l'amortissement en déterminant les performances, donc ça on connaît, dépassement, pourcent, temps de montée, temps de réponse à 5%, et on va essayer au final de dire, tiens, pour avoir une régulation qui est bien faite, bien paramétrée, eh bien, quelles sont les marges qu'on va viser? Quelles sont les marges qu'on va viser aussi à ce niveau-là, marge de phase? Parce qu'on avait dit, l'analyse harmonique, elle va amener du nouveau vocabulaire pour les cahiers de charge. C'est-à-dire que plutôt que de dire, voilà, moi je veux un dépassement de 10%, on pourrait très bien dire que dans un cahier de charge, qu'on souhaite une marge de sécurité par rapport à l'instabilité d'autant de degrés, une marge de phase d'autant de degrés. Alors voyons quelles sont les valeurs qu'on vise habituellement comme marge de phase de sécurité. Donc pour ça, il faut que nous prenions Scilab, aussi bien Xcos que SINOTES, pour déterminer les différentes marges et les performances. Alors commençons donc avec un gain de 2,9. Faisons-le ici. Donc, le code est donné ici. Alors il y a des fonctionnalités en plus pour nous faciliter la vie, parce que sinon il faut jouer avec le curseur, ce qui n'est pas toujours, je vais dire, des plus faciles. Donc, il y a possibilité sur Scilab de venir afficher les marges directement sur le graphique et même de donner des valeurs chiffrées grâce à ces deux fonctionnalités-là, P margin, G margin, donc marge de phase, et ici marge de gain pour G margin, et show margin permet de montrer graphiquement les marges. Alors ici, il faut bien faire attention, c'est de mettre la fonction de transfert d'un régulateur PI mixte et ne pas laisser le régulateur proportionnel, de fixer le TI à 250, puisqu'on a dit que c'est ce qu'on allait faire, donc ça, le TI, on ne va jamais le changer. Par contre, on va changer la valeur du K, et la première valeur qu'on va mettre, c'est 2,9. Alors voyons ce que ça donne comme courbe. On va fermer l'ancienne. Et vous voyez que apparaît des traits discontinus ici qui en fait permettent d'afficher les marges. Donc vous voyez ici que le trait qui est bleu ici correspond à la pulsation 0 dB. Donc il ne faut plus la chercher avec le curseur, c'est une facilité. Et donc on voit qu'ici on a notre marge de phase, puisque ici sont les moins 180 degrés. Vous voyez que le trait horizontal ici correspond à moins 180 ici. Nous, notre phase, elle est ici, donc on est au-dessus des moins 180 degrés. Ça veut dire qu'on peut déjà dire que le système, il est stable. Et on a une distance de sécurité qui est ici, ce qu'on va appeler marge de phase. Et au niveau gain, on voit que par rapport au 0 dB, à la pulsation moins 180, on a ici un petit trait qui correspond à une marge par rapport à la limite d'instabilité qu'on va appeler marge de gain. Quelles sont les valeurs? Eh bien, on peut le faire de nouveau avec le curseur, on va le faire une fois et après on utilisera les valeurs
que va nous donner Scilab. Donc on voit que ici on est à moins 108,9 degrés, donc par rapport à 180 degrés, eh bien ça fait on va dire 70, un gros 70 degrés. Hein. Alors ici on voit que on est à il faut bien situer sur la courbe, donc il vaut mieux partir de là et ensuite revenir vers la pulsation moins 180 degrés ici. Voilà, et on voit qu'on a 25 décibels de marge. Alors ces valeurs, donc on peut les avoir avec le curseur, ou on peut aller voir grâce aux lignes de code qui étaient ici, il va faire apparaître ces valeurs chiffrées à ce niveau-ci, au niveau du variable browser. Ici, vous avez la marge de phase qui est de 71 degrés, on l'avait dit, hein, et la marge de gain qui est de 25,1 décibels. Donc, on peut mémoriser ces valeurs-là pour notre rapport. Maintenant, on doit évaluer le temps de réponse, temps de montée et le dépassement. Alors, on va mettre ici un gain de 2,9. Voilà. Alors on va d'abord, voici la réponse. Alors que peut-on dire? Eh bien on voit que on a un dépassement, mais on peut dire qu'il est quasiment nul, hein. Donc c'est en fait le début des gains qui vont commencer à donner du dépassement, mais on pourrait dire qu'ici il est tellement faible qu'il est nul. Par contre au niveau de, il faut déterminer quand même le temps de montée ici, qui est à, on va dire, 78 secondes. Le temps de réponse à 5%, donc il faut calculer 5% de 10, c'est-à-dire 0,5. Il faut donc voir à quel moment on rentre dans le tube plus ou moins 5%, donc il faut voir à quel moment on arrive à 9,5. Oui, au niveau du temps de montée, je me suis trompé, c'est pas quand on arrive à 8, c'est quand on arrive à 10. Donc le temps de montée, c'est quand on arrive à la consigne ici. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que en fait, on n'arrive pas à la consigne parce qu'on a oublié de régler le TI. Donc ici, on va mettre, comme le dit le cahier de charge, 1 sur 250, puisque sinon, c'est pas un PI, ça reste un P. Hein. Donc 1 sur 250. Voilà. Et ici, maintenant, grâce à l'intégrale, on n'a plus d'erreur statique et on arrive bien à notre consigne. Donc le temps de montée, il est, à quel moment arrive-t-on au 10? Eh bien, on va dire que ici on arrive au 10, à notre consigne. Donc le temps de montée est de 126,8 secondes. Le temps de réponse, à quel moment arrive-t-on à 5%, donc à 0,5 près de 10, donc à 9,5. Ici, je vois que y égale 9,49, donc mon temps de montée est de 91 secondes. Donc 91 secondes pour le temps de montée et à peu près 125 secondes pour... non, je me suis trompé. Le temps de réponse, c'est ici 91 secondes et le temps de montée, c'est 125 secondes. Le dépassement, ici, on voit qu'on n'a quasiment pas. Hein. Si on cherche, on peut trouver sans doute une valeur légèrement supérieure à 10, mais on va dire un dépassement de 0. Donc voilà les informations notées pour ce gain de 2,9. Le gain suivant qui est demandé, c'est un gain de 5,5. Alors le gain de 5,5, on va le noter ici. Ça donne quoi? Eh bien, ça donne de nouveau une phase à la pulsation 0 dB, une phase qui est au-dessus des 180 degrés. Donc on est toujours dans le domaine de la stabilité. Même si on augmente le gain, on sait qu'on se rapproche de l'instabilité. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose, hein, parce qu'on sait que si on est trop stable, eh bien on a des systèmes qui sont lents. D'ailleurs, c'était le cas du cas précédent. Vous voyez, vous n'aviez pas de dépassement. Enfin, on va attendre d'avoir toutes les données pour évaluer les performances, mais on voyait bien qu'on avait un système qui ressemble à un premier ordre, et donc qui va être un système sans doute plus lent que ce qu'on pourrait avoir pour ce type de régulation. Alors, donc ici, on va évaluer les marges de phase, marge de gain, mais on va arrêter de prendre le curseur puisqu'on a une facilité qui est ceci.
marge de gain 19,5, marge de phase 57,9. Donc on mémorise ces deux valeurs-là qu'on va noter dans notre rapport. Au niveau de Xcos, on va donc mettre ici 5,5 et évaluer les performances. Alors, là, il faut prendre le curseur. Le temps de montée, à quel moment arrive-t-on à notre consigne? Alors, 9,99, donc on va dire qu'on arrive à 10. Eh bien, le temps de montée est de 48,98 secondes, 49 secondes, on va dire. Le temps de réponse, à quel moment rentre-t-on dans le tube plus ou moins 5%? Donc, il faut repérer à quel moment on rentre à 10,5. Voilà, 10,5 ici en ordonnée. Et donc, le temps de réponse, il est ici à 91,19 secondes, à dire. Donc, temps de réponse, 91,19 secondes. On mémorise ces valeurs-là pour notre rapport. Le dépassement, il est pile. C'est fait exprès, ces valeurs de gain sont choisies exprès pour avoir des ordres de comparaison faciles pour les dépassements. Ici, on voit qu'on a un dépassement de 10% parce qu'on a une unité en plus par rapport au 10. On arrive à 11 ici. Donc, on a un dépassement de 10%. Voilà pour ce gain de 5,5. On voit que ici, eh bien, on a augmenté la rapidité, si on compare par rapport au cas précédent. On va encore augmenter le gain. On sait qu'habituellement, des dépassements de 10 à 20%, ça donne des bons compromis entre rapidité et stabilité et amortissement. Donc on va encore augmenter le gain et on va l'augmenter jusqu'à une valeur de 8 unités. Donc on va mettre ici un 8. Le faire calculer les marges. D'abord, est-ce qu'on est toujours dans le domaine de la stabilité? On va quand même relancer ici le graphique. Donc ici, on voit que on est toujours largement, ici c'est la marge de phase, on est toujours bien largement au-dessus des moins 180 degrés. On le sait puisque on sait que la limite est 55,25, donc à 8 on est encore très loin de cela. Alors, au niveau des marges, marge de gain 16,3 dB, marge de phase 48,3 dB, donc on note ça dans notre rapport. Voyons maintenant les performances. Donc, on va mettre ici un gain de 8. On sait que quand on augmente le gain, le dépassement il augmente. C'est ce qu'on connaît de la méthode du régleur notamment. Alors, on va regarder les différentes valeurs. Temps de montée, à quel moment arrive-t-on à 10? Eh bien, on arrive à 10 au temps 35 secondes. On voit qu'on arrive ici à 12, donc on va dire que le dépassement est de 20%, 2 unités, donc 12 moins 10 sur 10, sur le delta PV, ça fait bien 20%. Alors, à quel moment rentre-t-on dans le tube? Ici, on est au-dessus des 9,5. Donc, le tube, ici, c'est plutôt à ce niveau-là qu'il faut regarder le temps de réponse. Donc, à ce moment-là, on rentre dans le tube 10,5, 9,5, pour ne plus en sortir, puisqu'ici, on est au-dessus des 9,5. Donc, ici, se trouve le temps de réponse, 76,7 secondes. Voilà une valeur à noter dans le rapport. Continuons à augmenter le gain. On va l'augmenter jusqu'à une valeur de 11,3. 11,3 ici, 11,3 ici. On sait qu'on sera dans le domaine de la stabilité, donc on ne va même pas aller voir le diagramme de Bode, on va directement aller voir les marges. La marge de gain, on voit qu'elle diminue, et on voit que la marge de phase aussi, on est à 39 degrés et 13,3 dB de marge de gain. Donc forcément, plus on va augmenter le gain, plus on se rapproche de l'instabilité et plus les marges de sécurité diminuent. Alors qu'est-ce que ça donne comme, donc on note ces deux valeurs-là dans notre rapport. Ça donne quoi au niveau de la réponse? J'avais déjà changé le gain ici. Au niveau des performances, on voit que c'est pas encore très laid comme
réponse, mais en tout cas on a quand même un dépassement de l'ordre de 30%, puisqu'on arrive à 13 ici, donc ça fait 3 unités par rapport à 10, 3 unités ici, par rapport à 10, ça fait un dépassement de 30%. On va gagner en temps de montée, puisqu'on sait que plus on augmente le gain, plus le temps de montée est rapide, mais malheureusement on perd en qualité d'amortissement, on est monté ici jusque 13. On voit qu'ici on arrive à 10, on va dire, après 27,5 secondes, donc voilà le temps de montée, 27,5 secondes, qu'il faut noter dans le rapport. Ensuite, quel est le temps de réponse? À quel moment arrive-t-on? Ici on voit que 9 est en dessous de 9,5, donc le temps de réponse se situe après. Ici, on ne passe pas au-dessus de 10,5, donc le temps de réponse est ici quelque part. Donc, à quel moment arrive-t-on à 9,5? Ici, le temps de réponse est à 96,86 ou 96,9 secondes. Donc, 96,9 secondes, temps de réponse de cette courbe. Donc, on voit qu'ici, le temps de réponse, par contre, il a méchamment augmenté par rapport à avant. Donc on a gagné en temps de montée, mais à cause de ces oscillations, le temps de réponse commence à être dégradé. Continuons encore et mettons une valeur de 14,7. Alors on commence à comprendre le principe. Plus on augmente le gain, plus on augmente... plus on diminue les marges de sécurité. Donc plus le système devient oscillant, plus le temps de montée est rapide, mais plus le temps de réponse va se dégrader. Donc on connaît déjà en fait tous les constats qu'on va faire par la suite, on va quand même les vérifier. Donc on va mettre ici un gain de 14,7. On est toujours dans le domaine de la stabilité puisque la limite c'est 55,25. Quelles sont les marges? On va aller voir les marges ici, elles diminuent. On est à 11 dB de marge de gain et 31,8 degrés de marge de phase. À noter dans le rapport, marge de phase 31,8 degrés, 11 degrés de marge, 11 décibels de marge de gain. Au niveau de la réponse, 14,7 ici, la réponse, la voici. On voit qu'on commence à avoir un système là, franchement, ça devient trop oscillant, mal amorti. On a un dépassement de 40% ici. Au niveau du temps de montée, bon, là on va quand même gagner parce qu'on sait que plus on augmente le gain du régulateur, plus le temps de montée diminue. Donc on est ici à 10 après 23,3 secondes, donc temps de montée 23,3 secondes. Par contre, au niveau du temps de réponse, ça se dégrade. Ici, on sort largement du tube. Ici aussi, puisqu'on est à 10,6, on est au-dessus du 10,5 du tube. Et ici, sans doute, on ne descend pas en dessous. On est à donc 9,7, donc le temps de réponse se situe ici quelque part à 10,5. À 10,5 en ordonnée, on a un temps de réponse de 114,8 secondes. Donc voilà le temps de réponse à noter dans le rapport. Et là, on a différentes valeurs qu'on va pouvoir comparer. Donc voici, si on répercute toutes les valeurs dans le rapport, voici ce que vous devriez avoir. Et si on regarde les performances, eh bien, on l'avait dit tout à l'heure, avec un gain de 2,9, on n'a pas de dépassement, on a un temps de montée qui n'est pas très performant, on a un temps de réponse qui est bon, 91,5, mais le temps de montée est un peu trop long, même franchement trop long par rapport à ce qu'on pourrait avoir. On a une marge de phase de 71 degrés, marge de gain de 25. Alors si on augmente le gain à 5,5, là on voit qu'on a des performances meilleures, on voit qu'on a un temps de montée très très réduit ici, 49 secondes par rapport au 127. Donc vous voyez l'intérêt d'avoir du dépassement, c'est d'avoir un temps de montée qui est nettement réduit par rapport au temps de réponse. À cause du fait qu'on a une oscillation, on a un dépassement, mais le temps de réponse n'est pas franchement amélioré, on a juste 3 dixièmes. Et au niveau de la marge de phase, on voit qu'on a une marge de phase d'environ 58 degrés, 19,5 de marge de gain. Si on augmente encore le gain pour avoir un dépassement de 20%, et bien là, on a un temps de montée qui diminue encore fortement, 35,2 secondes. On a un temps de réponse qui diminue fortement aussi, 76,7.
Et on voit qu'on a une marge de phase correspondante à 48 degrés, 16 dB de marge de gain. Donc je dirais que jusque-là, c'est lui notre champion, on va dire, puisqu'on a, pour autant qu'on puisse accepter du dépassement, bien sûr, au niveau performance, temps de montée, temps de réponse, c'est celui-là qui est le meilleur. Si on augmente encore le gain, on va jusque 30% de dépassement, et bien à ce moment-là, vous voyez que le temps de montée, d'accord, il diminue, mais par contre, le temps de réponse, il devient un peu plus long que précédemment. Donc à voir si ce qui est prépondérant dans le cahier de charge, tout dépend toujours d'un cahier de charge. On ne peut pas dire, ah oui, forcément, c'est celui-ci le meilleur. Si le temps de montée est la chose la plus importante, peut-être que celui-ci sera le meilleur choix. En tout cas, on a une oscillation quand même qui devient assez conséquente, 30% ici de premier dépassement. Si on augmente encore, là franchement ça devient sans doute, on va vers l'instabilité, vers des choses qui ne sont plus acceptables. 40% de dépassement, d'accord, on gagne en temps de montée, mais par contre le temps de réponse, vous voyez que c'est le plus mauvais des 5. Marge de phase, 31 degrés. Donc si on regarde les meilleurs choix, eh bien, comme on l'avait déjà dit avant, un cahier de charge qui peut s'exprimer par rapport au dépassement. On sait que 10 à 20% de dépassement, c'est ce qui donne en général les meilleurs compromis entre rapidité et amortissement. Je dirais que on est dans entre ces deux valeurs-ci, on est dans les meilleurs choix qu'on pourrait faire. Et si on regarde au niveau marge de phase, on voit qu'on est 48 degrés, 55, donc on pourrait dire aux alentours de 45 degrés jusque 60 degrés. Ce qui sont en fait des valeurs bien connues des gens qui font du réglage par l'analyse harmonique. Les marges de phase qu'on vise sont en général entre 45 et 60-65 degrés. Donc voilà un cahier de charge qui pourrait contenir non plus cette fois-ci des critères en matière de dépassement, mais qui pourrait contenir des critères relatifs aux marges de phase directement. Donc, si on a une marge de phase qui est trop grande, si on prend trop de sécurité, c'est bien, mais seulement on va avoir un système qui est trop lent. Par contre, si on arrive à des marges de phase, vous voyez, en dessous de 40 degrés, ici, ça commence à devenir trop oscillant. Donc voilà un bon compromis entre rapidité et amortissement, c'est d'avoir une marge de phase entre 45 et 60 degrés. Alors bien sûr, ici on ne l'a vu que sur un exemple d'un troisième ordre, mais en fait, dans la pratique, eh bien, on peut dire que la plupart, quasiment tous les systèmes, si on applique cette règle-là, on arrive dans des systèmes qui correspondent à des régulations qui ont le meilleur compromis rapidité-amortissement. Donc voilà les différentes conclusions qu'on a pu apporter grâce à cet exercice.